Est-ce qu'on est prêt à avoir une résolution haussière du prix ou est-ce qu'il va falloir encore aller un poil plus bas? On va répondre à cette question dans cette vidéo. La macro, on l'a largement assez traité. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que cette semaine, il y a un event qui est hyper important et c'est celui-là. Ça va être les chiffres du PMI et je vais te montrer dans quelques minutes pourquoi. Mais c'est vraiment cette donnée qui va être la plus importante de toute la semaine. Malgré qu'on ait les NFP, malgré qu'on ait le taux de chômage, c'est vraiment celle-ci qui va être la plus importante. À l'heure actuelle, sur le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? On évolue dans un bullish flag. Le bullish flag, c'est quoi? C'est un canal descendant qui fait suite à une grosse résolution haussière et ça forme un espèce de drapeau, comme tu peux voir ici, dont le canal descendant doit être cassé à la hausse une fois qu'on a fini sa résolution. Donc sa résolution, elle peut passer par plusieurs stades et à l'heure actuelle, elle passe par un principe d'analyse technique que beaucoup de gens traitent sur les réseaux qui s'appelle les vagues d'Elliott. Donc qu'est-ce que ce sont les vagues d'Elliott? En gros, les vagues d'Elliott instaurent des mouvements du prix qui vont en 5 vagues avec un gros mouvement haussier et à l'issue des 5 vagues, on a 3 vagues correctives que sont les vagues A, B et C avec un pullback, une correction haussière et un dernier pullback qui doit donner la dernière version C. Si on monte et qu'on regarde la dernière fois qu'on a eu une phase 5, c'était juste ici quand on a commencé le bull run. On a eu la première vague, retracement, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, avec ensuite la première vague de correction juste ici, vague 1, la correction haussière, vague B, la dernière correction baissière, vague C, juste ici. Et en tout cas, ceux qui sont friands de ce type d'analyse technique selon les principes des vagues d'Elliott savaient ici qu'on pouvait prendre position et que ça devait normalement être la fin de la correction baissière depuis le haut de cette vague avec comme résolution un nouveau démarrage des vagues d'Elliott avec le même principe, vague 1, 2, 3, 4, 5, correction A, B, C et ensuite top départ. Donc ici, si vous faites le calcul depuis le bas, on est de nouveau à l'issue d'une phase 5 juste ici sur le top du 13 août dernier. Et finalement, la vague A corrective était cette vague ici, la vague B celle-ci. Et on est sur ce qui doit être la dernière vague. Alors, la dernière vague, est-ce qu'elle est déjà terminée juste ici, raison pour laquelle j'ai mis un point d'interrogation, ou est-ce qu'elle va continuer plus bas et qu'on est simplement sur le mouvement de la vague? Un petit peu comme on l'avait fait ici finalement. On avait fait la première descente, on avait corrigé à la hausse, mais c'était pas la fin de la vague. La fin de la vague était vraiment ici, sur ce bas de canal qui n'était pas encore formé à cette époque et qui a ensuite donné la formation de ce bullish flag. Les pronostics à l'heure actuelle, si on regarde seulement l'analyse technique, sont les suivants. On devrait normalement avoir une correction qui va continuer vers le haut pour rejoindre le haut de canal dans cette grosse imbalance qui se situe entre les 114 002 et les 115 008. Et c'est ici qu'on pourrait justement rebondir une nouvelle fois pour aller rejoindre le bas de canal. Alors attention, quand je dis le bas de canal, c'est pas forcément toucher la ligne, c'est rejoindre une zone à forte liquidité, zone qui peut être attendue par les whales pour recharger. Et cette zone, tu la connais, c'est celle qui est juste ici, en dessous de ces double bottom. Pourquoi double bottom? Parce que cette mèche juste là a déjà pris les lots qui sont juste ici. Donc il ne reste plus que le bas du 1er septembre, qui est le même bas que celui du 4 juillet. Et en dessous de ces bas-là réside énormément de liquidité, tu peux le voir ici, c'est là où il y a le plus gros cluster long terme sur le Bitcoin, qui réside depuis un trimestre et qui va jusqu'aux 106 000 $. Et les 106 000 $, c'est juste dans ce rectangle-là, protégé par ce lot juste ici. On a également encore de la liquidité qui vient un petit peu plus bas, mais si on doit presser à l'heure actuelle jusqu'où pourrait aller le prix, c'est juste là dans cette zone rouge qui est les 106 000, avec comme ultime risque qu'on aille se ranger dans l'imbalance qui est juste ici au niveau des 104 400. Donc ça c'est ce que nous disent les liquidités, les liquidations, même si on va le regarder et tu vas pouvoir le voir, à moyen terme sur un mois on a des liquidations qui sont partout. Le prix peut directement s'arrêter ici et venir manger tout ce qui est plus haut parce que ce qui est plus haut, tu peux le voir, c'est des liquidations très fortes vers les 120 000 $ jusqu'aux 123 000 $ et encore plus haut jusqu'aux 140 000 $ environ, même si on est très proche d'une zone à très fort cluster. Ça c'est ce que nous dit la théorie et c'est ici qu'on fera super attention. Tu connais le principe du Power of Three. Le Power of Three c'est quoi? C'est un mouvement que tu peux traiter en daily, en weekly, en monthly, en trimestriel. C'est d'ailleurs un mouvement qui nous avait annoncé qu'à la fin septembre on allait avoir une correction de ce type là, que nous-mêmes on n'a pas suivi sur le groupe. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de données. Il y avait trop de données contradictoires juste ici. Et la zone que moi j'avais isolée, c'était une zone qui était un peu plus haut, juste après les stops, juste ici au niveau des 120 000 $. Ça je l'ai répété dans pas mal de vidéos. Je m'attendais à ce qu'on aille au moins rejoindre cette zone-là avant de pouvoir avoir cette phase corrective. Et donc c'est une phase que moi aussi j'ai ratée, comme pas mal de monde finalement. Donc ce qui se pose à l'heure actuelle, c'est justement cette notion de pouvoir aller chercher les liquidités sur la phase C qui potentiellement va se terminer ici, ou qui potentiellement est déjà terminée ici. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de données contradictoires. C'est là où ça devient extrêmement complexe sur les marchés, c'est quand on a des données qui vont dans un sens et qui sont très fortes, et d'autres données qui sont également très fortes et qui vont dans le sens inverse. Et les données qui à l'heure actuelle vont à l'inverse de tout ce que je viens de vous dire, c'est justement l'accumulation énorme qui se fait sur les niveaux de prix qu'on connaît depuis une semaine.
Rappelez-vous, quand on a fait ce dip juste ici, je vous avais montré cette map de liquidation où on avait ici énormément de Bitcoin qui étaient accumulés. Et on le voit, dès le moment où on a rejoint la zone rouge, qui est une forte zone d'accumulation, le prix s'est fait rejeter vers le haut, signe que justement cette accumulation, elle est massive et elle est surtout longue. Ça, c'est une accumulation, on ne peut pas savoir si c'est du long, si c'est pas du long, des positions qui se ferment ou autre, mais généralement, quand le prix rebondit dessus, c'est que l'accumulation longue rejette ce niveau. Et donc, on peut partir du principe, en analysant cette structure ici, que ce niveau d'accumulation est bien un niveau d'accumulation longue pour avoir des prix qui vont aller plus haut. On a rejeté, on est revenu, et au moment où on revient, on recommence à avoir dans ces niveaux-là qu'on a rejeté pas plus tard qu'hier, on commence à avoir justement une nouvelle accumulation juste ici, avant ce lot-là, qui a pour l'instant rejeté le prix. Donc la question qui se pose, c'est, les baleines étant fortement conscientes que si elles veulent nourrir énormément d'ordre, elles ont intérêt à atteindre des niveaux de liquidation très hauts. La question qui se pose, c'est, ont-elles fini d'accumuler à ces niveaux, ou est-ce qu'elles ont encore d'énormes ordres en suspens, et qu'elles ont besoin que Bitcoin vienne bouffer encore plus de liquidités pour nourrir leurs ordres. Parce qu'on le rappelle, dès qu'on rentre dans ces zones à fort cluster de liquidation, ce sont des gens qui ont mis des stop loss, mais beaucoup plus globalement, ce sont des gens qui ont mis des leviers et qui se font fermer de manière forcée leur position. Et qui dit fermeture forcée d'un long veut dire une vente. Et donc ces niveaux où il y a des millions, des centaines de millions de ventes, les baleines s'en servent pour nourrir leurs achats, parce que tu le sais, pour une vente, il y a un achat en contrepartie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a vu des très forts niveaux de liquidation sur ces prix et sur ces prix, le prix a été rejeté parce qu'il y a à l'heure actuelle justement de l'assimilation de toutes ces ventes par les whales. Et ça nous donne une indication qui est celle qu'on doit avoir à l'heure actuelle. On le sait, niveau macro, on est bullish. On le sait, niveau liquidité, les liquidités restent sur le marché crypto. Il y a encore plus de stablecoins qui se font minter et l'argent est là. On a une rotation des actifs, on l'a vu dans toutes les dernières vidéos, qui est extrêmement présente. Sur le marché action, sur le marché crypto, sur la dominance des stablecoins, sur la dominance du Bitcoin, on a vraiment tout. L'image qu'on a à moyen terme actuellement, c'est que alors que c'est la panique et que les retails se font encore une fois recter dans tous les sens, eh bien ces niveaux de pertes énormes pour les retails sont absorbés par les whales. Et ça nous donne justement cette image à moyen terme que peu importe si la vague C se termine ici ou la vague C se termine là, ce qui nous attend, c'est des prix qui vont aller plus haut. Parce que si les baleines accumulent à ces niveaux-là, c'est pas pour vendre à 110 000, 115 000, c'est pour vendre beaucoup plus haut. Et à voir, ce qu'on attend tous, c'est un Q4 qui va être extrêmement bullish, qui doit représenter potentiellement l'avant-dernière, voire la dernière phase de ce cycle haussier, la phase parabolique, la fameuse qu'on attend, avec une fenêtre de tir qui va être très courte, mais où les gains seront très importants. Et c'est exactement le signal qu'on a ici, et c'est ce qui rend la lecture du prix à très court terme très compliquée. Et c'est pour ça que personnellement, à partir de là, même si on rejoint le haut de canal et qu'ici la situation est de nouveau un petit peu incertaine, je ne jouerai pas une baisse juste là parce que la baisse est trop peu conséquente pour être jouée et prendre le risque de manquer une rupture de canal haussier qui ira nous amener sur des prix qui sont beaucoup plus hauts. On l'a vu, des 130 000, des 140 000, avec, si la dominance, avec, on le rappelle, une dominance du Bitcoin qui est en baisse. Ce qui veut dire que le gain en market cap que Bitcoin ferait entre les 110 000 et les 140 000 $, en restant à la même dominance, va amener énormément de liquidité sur les altcoins. Et ça, c'est vraiment un mouvement à ne pas louper. Parce que si tu regardes bien ce que fait le prix depuis toujours, il consolide énormément de temps. Ici, c'était 6 mois de consolidation. Le marché souffre, la psychologie de tout le monde souffre. Et ensuite, alors que plus personne n'y croit parce qu'on a fait non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 baisses, et bien là, on fait une résolution haussière qui a duré à peine une semaine, voire 2 semaines. Les gens n'y croyaient plus, ils se sont dit on va attendre 1000 confirmations, toutes les confirmations se sont déclenchées ici, les gens rentrent ici et ils rentrent sur un top local et ensuite on refait la même chose. On revient dipper une première fois, une deuxième, une troisième, une quatrième, tout ça sur un espace de temps qui est quand même assez conséquent, on parle de 3 mois juste ici, et si tu regardes bien, on fait à chaque fois ça. On fait à chaque fois des longues périodes de consolidation, de correction, et ensuite rupture haussière, et c'est ces ruptures haussières-là qui amènent le plus de gains. Et la grosse difficulté sur le marché crypto par rapport au marché action, c'est que ces ruptures haussières, pour les timer, c'est extrêmement difficile. Il est beaucoup plus simple de prendre des profits et de timer les corrections que de timer ces ruptures haussières. Et c'est pour ça que même moi, je suis extrêmement mal à l'aise, alors qu'on est justement en fin de canal descendant, dans une patane haussière, dans un marché haussier, avec toutes les données qui sont haussières, je reste très inconfortable de jouer une correction, une potentielle vague C, ici sur un petit moment. J'aurais été beaucoup plus à l'aise de la jouer juste ici ou juste ici. Là, à l'heure actuelle, ça me paraît un peu trop risqué pour manquer ce qui va suivre ensuite. Ce d'autant que si vous regardez vos liquidations que vous avez sur, par exemple, CoinGlass, de vos altcoins préférés et autres, on a mangé quasiment toutes les liquidités.
Tu peux voir que sur 30 jours, Bitcoin, on est ici, il y a encore à 106 000, 107 000 $, ces fameux clusters dont je te parle. Mais si tu regardes tes altcoins, on est en train de bouffer tous les clusters et on est sur des zones d'achat, on n'est plus sur des zones de vente. Donc ça rend encore plus le jeu des corrections très inconfortable et c'est pour ça que moi personnellement, je ne mettrai pas le pied dedans. Je préfère être un tout petit peu patient. On le sait, la rotation arrive fin septembre, début octobre. Donc du coup, on va plutôt se calmer et attendre patiemment que les choses se déroulent. Dernière chose, je te disais en début de vidéo que ce chiffre-là va être le chiffre le plus attendu, l'ISM Manufacturing PMI. Pourquoi? Parce que l'ISM va nous dire si justement on est en pleine expansion économique ou non. L'ISM récapitule plusieurs datas qui nous permettent de dire si l'économie est en expansion. Donc on parle bien de l'ISM manufacturier, des produits et non pas des services. Et dans cet ISM manufacturier est compris toutes les entreprises manufacturières. Donc c'est toutes les entreprises qui vont fabriquer des produits. Ça peut être des lave-vaisselle, des voitures, des puces technologiques, des téléphones, des camions, des voitures, peu importe. Et donc si on a une croissance par rapport au domaine manufacturier, cela veut dire qu'on a également une croissance au niveau de l'économie, parce que ces entreprises-là ont des données qui sont extrêmement importantes, notamment le carnet d'ordre. Est-ce qu'elles doivent commander énormément parce que les clients commandent beaucoup et qu'elles sont en rupture de stock? Est-ce que justement elles vont diminuer leurs commandes parce que les consommateurs ils sont pas sur le marché et donc s'il y a moins de commandes, il y aura moins de ventes, s'il y a moins de ventes, il y aura moins de chiffre d'affaires et on aura un ralentissement de l'économie. Et c'est là où l'ISM est hyper important. Si tu regardes sur Bitcoin d'ailleurs, la charte du Bitcoin par rapport à l'ISM qui est juste ici, que je t'affiche ici en violet, tu vas pouvoir voir plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Et tu peux voir, ce qui est le plus intéressant, c'est que Bitcoin, d'après sa structure du prix, suit clairement ce que l'ISM fait. On peut voir ici Covid, on a plongé, on a ensuite eu une remontée drastique, et tu peux voir que cette remontée drastique en parabole, eh bien, a été suivie par un mouvement parabolique du Bitcoin. A l'inverse, ce qu'on a depuis le début du bull run 2023, c'est une montée en escalier. On monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on recorrige, etc., etc. Et tu peux voir que c'est exactement la structure qu'adopte Bitcoin. On monte, on corrige, on monte, on corrige, on monte, on corrige, etc., etc. Donc cette structure en escalier est reprise de l'ISM. Et ça, c'est tout à fait normal parce que justement, si on a les signaux qu'on est en expansion économique, et je vais te donner lesquels c'est dans quelques secondes, eh bien Bitcoin et les actifs spéculatifs vont s'envoler. Là où ça coince actuellement par rapport à l'ISM, c'est que tu peux voir, on est à des niveaux de 48,7, tu peux le voir ici aussi, et on considère dans la théorie, dans les cours d'économie, qu'on est en expansion économique dès le moment où on passe la barre des 50 points. Si on est au-dessus de 50 points, cela veut dire expansion économique. Magnifique. Et là, la confiance sur le marché est donnée. Et tu peux voir que si on reste sur les 50 points, il n'y a que 2 fois où on a dépassé ce niveau-là. Ça a été juste ici en janvier 2025 et juste ici en mars 2024, juste après ces très grosses montées. Pourquoi ? Parce que tu sais que le marché price toujours en avance, des mois en avance, les chiffres et ce qui va se passer. Et donc tu peux voir qu'on a eu ces très grosses résolutions haussières juste avant qu'on ait les chiffres du PMI, parce qu'il y a des données qui nous permettent d'anticiper que l'ISM va être bon ou va être mauvais. Et l'une des données qui nous permettent d'anticiper les chiffres de l'ISM, c'est une donnée que personne n'a reprise la semaine dernière, que nous on a vu sur le groupe privé et dans le live, qui sont les Durable Goods Orders. Ça, ces chiffres-là, ce sont justement toutes les commandes du secteur manufacturier. Et ce qui est intéressant, ce sont justement les pronostics au niveau des chiffres. En gros, c'est pas hyper complexe. Quand on a des chiffres qui sont non pas en croissance, mais en baisse, cela veut dire que les entreprises manufacturières achètent beaucoup moins d'objets, de matières premières, de produits semi-finis, pour finir leurs produits et les vendre sur le marché. Il faut vous dire, par exemple, vous avez votre boutique boulanger qui vend l'électroménager en France, qui justement a accès à toutes les statistiques. Il y a eu X demandes pour des lave-vaisselle, X demandes pour des éviers, X demandes pour des produits électroménagers, etc., etc. Si forcément tous les magasins qui remontent les stats et disent en ce moment il y a trop d'articles qui sont encore en stock, on a noté une baisse des consommateurs, une baisse des ventes, eh bien ils vont acheter beaucoup moins. Alors grossistes, ils vont acheter beaucoup moins de pièces détachées, pour autant que c'est bien eux qui font leurs produits en usine, on se comprend. Et donc on aura une baisse au niveau général des entreprises manufacturières. Si jamais toutes collectivement constatent une baisse des dépenses, une augmentation des stocks, on aura justement un Durable Goods Order juste ici qui va être en baisse, en tout cas par rapport au mois précédent. Alors que l'inverse est également vrai. Si typiquement moi je suis le responsable des ventes chez Boulanger, des commandes, des stocks, etc., et que les vendeurs me disent écoutez, là par contre il faut qu'on achète parce que les lave-vaisselle se vendent trop bien, on est en rupture de stock, les téléphones se vendent trop bien, on est en rupture de stock, les câbles HDMI, les ci et les ça, il faut qu'on achète parce que là les consommateurs sont présents, ils sont au rendez-vous, ils sont au magasin.
mais on n'a pas assez de stock pour tout leur vendre. Eh ben, moi qui veux acheter des biens uniquement s'ils vont se vendre, j'ai tout entre les mains pour me dire très bien, les consommateurs sont de retour en magasin, je vais acheter beaucoup plus pour produire beaucoup plus et vendre beaucoup plus. Et c'est exactement ce qu'on a eu la semaine dernière, le 25 septembre. Le forecast était à moins 0,3, donc une augmentation par rapport au moins 2,7 qu'on a eu, et on a eu une assez grosse différence entre le forecast et la réalité qui était à 2,9%. Donc on a un regain d'énergie dans le marché. On a un regain d'énergie dans les entreprises manufacturières qui justement nous énoncent qu'elles doivent commander plus pour faire face à la demande qu'il y a en magasin. Et ça, c'est hyper important parce que s'ils doivent commander plus pour faire face à la demande, c'est qu'on a un indicateur que justement, elles reprennent une phase d'expansion. Et ça, c'est hyper important pour pouvoir pricer justement qu'on aura une baisse ou une hausse justement du PMI cette semaine. La dernière fois que c'est arrivé, regarde, c'est pas très compliqué, c'était le mois de février pour le mois de janvier. Regardez bien ce qui s'est passé. Le preview c'était à moins 1,8, donc on avait bien cette baisse au niveau des commandes. Et tu peux voir où est-ce qu'on était juste avant janvier. On était justement sur une phase qui était ascendante mais qui faisait suite à une phase baissière. Et ce qu'on a eu, c'est justement à peu près la même chose mais en moins bien. On avait un forecast qui priçait justement une reprise des commandes de 2%. On a été à 3,1%, quasiment 2 fois au-dessus de ce qui est attendu par le marché. Et ça a donné, pour les chiffres du PMI, justement, en janvier, un PMI qui est passé au-dessus des 50 points, quasiment jusqu'aux 51 points. Et si tu regardes les chiffres par rapport aux courbes du PMI, tu peux voir que ça coïncide pas mal. Et donc, c'est une donnée à prendre en considération, donnée qui, je le rappelle, est vraiment passée sous silence la semaine dernière, parce que les gens n'anticipent pas assez, mais c'est exactement ça qu'il faut anticiper. Et avoir cette news, cette semaine, au 1er octobre en plus, au moment où on a le switch entre septembre-octobre, de la rotation des actifs et tout ce qui s'ensuit, pour moi, c'est ce qui pourrait clairement, mais alors clairement déclencher justement le switch et la phase haussière qu'on attend pour octobre, novembre, voire même début décembre. Ça dépendra des données qu'on aura à ce moment-là. Mais on a vraiment tout qui est là à l'heure actuelle pour presser une montée de l'ISM, presser une montée du Bitcoin, des altcoins et enfin cette phase qui en plus fait suite à une vraie phase de capitulation parce que si on regarde les données on-chain à l'heure actuelle, on a une vraie phase de capitulation qui se met en place. Je pense qu'elle sera d'autant plus forte si aujourd'hui, demain, on fait un PO3 weekly, c'est-à-dire un lundi, mardi, voire même mercredi matin, où on a ce fameux mouvement de manipulation en début de semaine, avant d'avoir la vraie résolution du prix, c'est-à-dire mouvement de manipulation, on vient baisser aujourd'hui, demain, prendre ces clusters de liquidité ici, se retourner mercredi, en plus mercredi 1er octobre, publication de l'ISM, ce serait juste magnifique, un timing incroyable, et là on se retourne et on part dans l'autre sens, comme on a fait chaque année post-élection sur le cycle Bitcoin et sur le cycle des actifs à risque traditionnels S&P, Nasdaq. Donc tout ça est à suivre, on va regarder ce qui se passe, je vous tiens informé, prochaine vidéo mercredi, donc ça tombera bien, on pourra voir si on a fait ces mouvements-là et qu'on est prêt à partir plus haut. C'était à trade, bonne journée, bye bye.